Hey, okone la nana wala. Yana idago, ave idago okone la. Warum da kada jomboy, mukalo wa kudon. Yanya la pio, okone la nana wa. Hey. Tu penses qu'elle va survivre? Personne ne peut savoir. Il utilise ses pouvoirs, ses esprits pour repousser Ogoyomo, l'esprit de l'eau. Il garde la femme dans sa hutte tant que le combat durera. Cela peut durer des jours. Tu connais Yawan? Yawan? Oui, bien sûr. C'est un esprit. Pourquoi tu me demandes? C'est un esprit mauvais, je crois. Oui. C'est un esprit qui peut te suivre, être de mauvais conseils si tu l'écoutes. J'ai vu aussi un homme blanc qui m'a dit qu'il s'appelait Kulano. Il est venu me parler la nuit alors que j'étais tout seul. Oui, c'est normal. Kulano est l'esprit qui veille sur les gens. Ça t'arrive souvent de voir des esprits, toi? Non. Mais je sais qu'ils sont là, tout autour. Et si tu as vu Kulano et Yawan, ça veut dire au moins une chose. Quoi? Que tu es bien à Kalinia. Code noir, les marrons de Kourou, épisode 3. Cric, crac, Monsieur Cric, Monsieur Crac. En s'installant au cœur de la forêt, les marrons de Kourou ont empiété sur le territoire Kalinia et même volé un de leurs abattis. Les Kalinia ont pourtant choisi de sauver Benjamin et Constance alors qu'ils se noyaient. Pendant que Constance lutte toujours contre la mort dans la hutte du Puey, Benjamin décide d'explorer le village qui les accueille. Sur la 60aine d'habitants, la moitié sont des enfants qui jouent et crient sur la place centrale du village. Tout autour sont disposés des carbets, ouverts aux 4 vents, qui servent de logement aux familles, ainsi qu'un plus grand pour les fêtes et les cérémonies. En journée, les hommes sont à la chasse, à la pêche ou travaillent dans les abattis. Les femmes, elles, s'occupent de presser le manioc et d'en faire des cassaves, ces galettes cuites dans un four en terre. La plupart ne parlent pas créole. Et lorsque Zacharie, le chasseur, disparaît le lendemain matin, Benjamin se retrouve bien dépourvu. Je comprends pas ce que tu dis. Quoi? Constance? Comment tu te sens? Ça va. J'ai l'impression de sortir d'un rêve. Comme si j'avais fait un long rêve. Oh, je suis tellement soulagé. Merci. Merci, Payaï. Qu'est-ce qu'on fait là? Ils nous ont sauvés. C'est bizarre. Je veux dire, tant mieux, mais pourquoi ils ont fait ça? Il faut que je te dise quelque chose. Je suis à moitié Kalinia. Et ils ont dû le sentir. Quoi? Je t'assure que c'est vrai. Je l'ai découvert récemment. Mais alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux rentrer au camp des marrons ou rester ici? Tu sais quoi? J'ai bien réfléchi. Je veux retourner avec les marrons. Je sais, c'est bête. Ils veulent pas de moi, mais je sens que ma place est là-bas. Philippe ne veut pas de toi. Et toi? Tu vas y retourner? Il le faut bien. Je dois récupérer Adrien et aller à Cayenne. Et pourquoi Cayenne? Le père François va nous aider à partir pour la France. Ah. Père François. C'est pour ça que t'es venu? Oh, je comprends. Chacun trouve sa liberté comme il peut. Tu es courageuse. Je vais t'aider si tu veux. Je suis revenu uniquement pour Adrien. Ne te fais pas de fausses idées, Benjamin. Je sais. J'essaie juste de me faire pardonner. Tu avais raison. C'est moi qui ai insisté pour que ton fils vienne avec nous. Je suis désolé. De son côté, Zacharie le chasseur a rejoint la montagne des Pères pour troquer des paniers fabriqués au village contre des outils et de la nourriture.
Mais en arrivant sur place, ils constatent que des soldats blancs ont repris le contrôle de la plantation. Ils ont remis les chaînes aux esclaves, non sans les avoir mutilés en leur taillant les oreilles et les tendons des chevilles. Zacharie décide d'aller jusqu'à Kourou avec ses paniers pour essayer de les vendre. En traversant le fleuve en pirogue, il découvre devant lui l'ampleur des travaux de la future cité. L'œil de Zacharie est attiré par la présence de 2 bateaux européens à l'embouchure du fleuve. Les chaloupes déversent les passagers au beau milieu du chantier. Les Blancs débarqués sont étourdis par la chaleur et s'entassent, l'air perdu sur la rive du fleuve. La vérité, c'est que la situation à Kourou est très mauvaise. Ces Blancs-ya, y est fou. Les chaloupes des 2 frégates accostées ont bien du mal à débarquer les centaines de nouveaux arrivants. Il n'y a plus de place sur la rive et les bâtiments en dur sont loin d'être prêts. Ces colons ont embarqué il y a plusieurs semaines à Rochefort. Ils viennent d'Allemagne et de France. Tous ne parlent pas la même langue, ce qui ajoute à la confusion. Pour couronner le tout, la nourriture et les médicaments commencent à manquer. Brinette et l'intendant Champvallon ont des raisons d'être fébriles. Tiens, que me vaut cette visite? Père François, nous venons vous faire une visite de courtoisie. Comment vous sentez-vous? Comme un prêtre qu'on accuse de fornication. Pour l'instant, cette malheureuse histoire de négresse est loin d'être jugée. Et puis, vous ne risquez pas grand-chose. Du fait de votre statut, vous êtes encore ecclésiastique en ce qui me concerne. On n'a pas cherché à vous remplacer. J'imagine que vous n'avez pas eu le temps. Vous savez, je suis au courant de ce qui se passe, même depuis ma cellule. Je sais que la situation est en train de vous échapper. Les colons sont entassés, ils se disputent entre Français et Allemands. Les épidémies menacent. Comment en est-on arrivé là? Nous ne contrôlons pas les départs de France. L'appel à émigrer a été suivi en masse. Des braves gens se pressent dans le port de Rochefort pour embarquer. Ils sont visiblement des milliers. Ils s'entassent aussi là-bas. Alors Choiseul, le ministre, a décidé de les envoyer ici plutôt que prévu. C'est de la folie. On manque de bâtiments. Le camp de Sini-Marie est plein. On voulait votre avis. Puisque vous êtes ici depuis plus longtemps que nous tous. Certains colons contractent une fièvre mystérieuse qu'on n'arrive pas à soigner. L'hôpital se remplit. On craint que ça se répande. Il faut isoler temporairement les nouveaux arrivants. On pensait à l'île en face de l'estuaire, la petite île, là. Hein, vous savez, pensez-vous qu'elle soit appropriée? Appropriée? Oui. Pourquoi pas? Je sais que les Kalinia y vont de temps en temps. Bien. C'est rassurant. Par contre, si vous voulez rassurer vos colons, il faut que vous changiez un détail, messieurs. Oui, lequel? Le nom de l'île, l'île du diable, ce n'est pas vraiment très rassurant. Au cœur de la forêt, Philippe, le jeune Adrien et les quelques survivants de l'attaque des Kalinia ont établi un nouveau camp, un peu plus en amont du fleuve. Ils ont cruellement besoin de bras pour défricher de nouveaux abattis. Ils accueillent avec soulagement les esclaves qui ont réussi à fuir la répression des soldats à la montagne des Pères. Philippe en personne est venu à la rencontre des rescapés. Il a ainsi récupéré une dizaine de personnes qu'il emmène à pied le long du fleuve en direction du camp. Philippe, tu penses pas que c'est un peu imprudent de recueillir tous ces gens d'un seul coup? Certains sont peut-être des traîtres. Tu apprends vite, Adrien. Tu as raison. Il faut garder un œil sur eux. Mais je ne vais pas les amener à notre nouveau camp. Nous allons les faire dormir dans l'ancien. On verra bien si les soldats les ont suivis. Et si les nouveaux sont attaqués par les Kalinia, nous verrons ceux qui ont la capacité de survivre. Plusieurs jours ont passé depuis l'accident de Benjamin et Constance. Pendant que Benjamin passe ses journées à aider les hommes Kalinia, à l'abattis, et essaie d'apprendre la langue, Constance se repose dans son hamac. On dirait que la vie en forêt est plus facile qu'à la mission, finalement. Manakouli, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas eu envie de mourir à Kourou. De quoi tu parles? Les Blancs sont devenus fous. Tu viens t'installer ici? Si une esclave y arrive, je devrais y arriver aussi. Qu'est-ce qui se passe à Kourou?
Tu veux savoir pour ton père François? Il a été arrêté après ton départ. Les gardes ont vu qu'il avait pris les clés du magasin et ils l'ont mis en prison. Ay, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? On doit se retrouver à Cayenne. C'est un religieux et il est blanc. Donc je pense qu'il ne risque pas grand-chose. Ils le laisseront sûrement partir à Cayenne. Manacouli a raison. Les Blancs sont devenus fous. Brinette et Champvallon ont fait débarquer les nouveaux arrivants, toujours plus nombreux, dans des petites îles en face de Kourou. L'île du Diable est devenue l'île du Salut. Mais la situation sur place est encore pire que dans l'ancienne mission. On a abattu les cocotiers de la plage et on a taillé à la hâte des tentes dans les voiles des bateaux. Mais des familles entières contractent la dysenterie à force de dormir ensemble sur le même lit de feuilles. Champvallon a bien tenté de faire venir des potions à prix d'or depuis la Guyane hollandaise, mais elles se sont révélées inefficaces. Le riz manque, les repas ne sont plus constitués que de quelques biscuits. Et les morts commencent à se compter par dizaines. Le commandeur et chef de la garde Préfontaine ne veut rien entendre. Il refuse de loger les nouveaux colons à Cayenne. Il va falloir trouver des solutions pour abriter les gens. Brinette, il va falloir que vous preniez quelques hommes pour explorer les terrains plus en amont du fleuve. Ah, monsieur l'intendant, je vais pas pouvoir dans l'immédiat. Je dois rentrer dans ma propriété pour régler quelques affaires. C'est un très mauvais moment. Je suis désolé, mais je suis venu ici avec un but commercial. J'ai une habitation à faire tourner, des nègres qui, pour la plupart, se sont évaporés dans la nature depuis que nous avons pris le commandement. J'en ai plus assez pour ma plantation de cacao. Il faut que je lance une expédition pour récupérer ces esclaves qui me narguent depuis des semaines. Je comprends, mais la situation ici est dramatique. Je sais, monsieur de Champvallon. Mais il semble qu'il y a surtout des problèmes d'entente entre représentants du roi de France. Je suis étranger à ces querelles. Mais je vous assisterai dès mon retour. Sur ces mots, Brinette prend congé, bien soulagé de quitter ce qui ressemble de plus en plus à un mouroir à ciel ouvert. Il rentre quelques jours dans sa propriété, une habitation située sur la route de Cayenne. Il envoie un courrier au commandeur militaire Préfontaine, dans lequel il demande la permission de lever une petite milice pour récupérer la quinzaine d'esclaves des Jésuites encore en fuite. Quelques jours plus tard, par retour de courrier, Préfontaine l'autorise à embaucher autant d'hommes qu'il lui semblera nécessaire parmi les blancs et les libres de couleur. Brinette se rend aussitôt à Cayenne et y fait son recrutement. Demande-lui s'il connaît ma mère. Shana Mogoza? Ouais, un goût de pas. Il ne sait pas. Dis-moi ce que tu sais sur elle. Elle s'appelle Perlamo. Perlamo. Ouais. Connais pas. Elle était à Kourou quand je suis né. Elle m'a eu avec un esclave, puis ensuite elle a disparu. Nous sommes proches des Kalinia de Kourou. Certains sont du village. On fait du commerce avec les Blancs grâce à eux. Peut-être qu'elle est venue ici après mes naissances. Peut-être. Ishanotosema lo wakengano. Ouais, un goût de pas. Le Peyaï dit qu'il ne sait pas. Les esprits ne lui disent rien à ce sujet. Mais il dit que ce sont les femmes qui sont au courant de ce genre de choses. On va aller leur demander. Benjamin passe en revue les femmes du village. Il se plante devant les plus vieilles et plonge son regard dans le leur pour provoquer une réaction. Est-ce que sa mère est parmi elles? Toutes gardent un visage impassible. Aucune ne se souvient de celle qui a mis au monde ce bébé métis si particulier. Le soir venu, Benjamin s'isole près du feu, les yeux pleins de larmes. Il laisse éclater sa frustration. Pourquoi tu me laisses comme ça, surtout? Dis quelque chose. Non, en fait, c'est ça, tu veux me punir. Quoi? Qu'est-ce que... C'est moi. Ça va? Oui. C'est que je suis ici, parmi le peuple de ma mère, et je me dis qu'il la connaissait forcément, et j'en sais pas plus sur elle. Je m'étais jamais posé la question avant, j'y pensais pas. Pour moi, ma mère était une esclave qui avait fait ce qu'elle avait pu avec moi avant de mourir de mauvais traitements ou autre, mais
Bon, c'était horrible. Mais c'était commun. Alors que maintenant, j'arrête pas de me dire que ma mère était quelqu'un dont j'ignore tout. Qui a vécu quelque chose que je comprends pas. Et surtout, elle est peut-être encore en vie et pas loin. Tu sais, tu l'as dit toi-même. Tu t'étais fait à l'idée que ta mère avait disparu, qu'elle avait fait ce qu'elle avait pu. Je pense que c'est le cas de toutes les mères ici. Kalinia ou esclaves. On fait tout ce qu'on peut pour nos enfants. Ça, tu peux en être sûr. Oui, je sais, c'est idiot. Mais je sentais que j'avais quelque chose de différent. Et là, je découvre cette culture dont je ne parle même pas la langue. C'est très bizarre. Je crois que c'est normal. Je serais pareil à ta place. Ouais, merci en tout cas. Ça va aller. Et toi? T'as l'air d'avoir retrouvé tes forces? Oui. Je suis venue dire que je vais retourner auprès des marrons. Oui, bien sûr, tu veux pas abandonner ton fils, hein. Il a de la chance. Et toi? Tu vas rester pour continuer à chercher ta mère? Oh non. Faut bien se faire une raison. Puis c'est pas vraiment chez moi ici. Non, je vais venir avec toi. Merci à toi, Zacharie, de nous accompagner. Je le fais parce que le chef a accepté votre proposition. Les marrons sont revenus sur notre abatis. Ils ont aussi des nouveaux qui dorment dans leur ancien camp. Ils cherchent la guerre. T'inquiète pas. On va leur parler. Le chef m'a dit que vous étiez prêt à faire la paix si les marrons se retiraient. Je pense que ça peut se régler. Je te trouve bien optimiste. Constance, Benjamin et Zacharie atteignent un abatis sur lequel travaillent les esclaves marrons. Zacharie s'éclipse pendant que Benjamin et Constance renouent avec leurs camarades. Mais Philippe est toujours plus paranoïaque. Il leur applique le même traitement qu'aux nouveaux venus. Ils doivent dormir la première nuit dans l'ancien camp. Le matin, comme ni les soldats ni les Kalinia n'ont attaqué, les voilà autorisés à rejoindre le nouveau campement. Construit sur le modèle du premier, il abrite désormais une petite vingtaine d'hommes et de femmes. Maman, j'ai eu tellement peur, je croyais que t'étais morte. Ça va. Je trouve étrange que vous soyez encore en vie. Vous avez fait un pacte avec le diable? Non, Philippe. Nous avons eu de la chance. Lorsque le repas est servi, la déconvenue est de taille. Il y a très peu à manger. Le manioc se fait rare et il n'y a plus de provisions de riz. Constance regarde son fils qui gratte le bol pour ne rien perdre. 2 de nos abattis ont été inondés. On fait des erreurs, mais on apprend. On va bientôt s'en sortir. Je suis revenue pour toi, Adrien. Il faut saisir la chance que nous donne mon père François. Maman, Il va falloir le rejoindre rapidement à Cayenne. À Cayenne, justement. Brinette a acheté une caisse de fusil et a convaincu une poignée de contremaîtres blancs de le suivre. Après avoir torturé et fait parler des esclaves marrons capturés, Brinette et ses hommes rejoignent le fleuve Kourou. Ils décident de ne pas le traverser pour rejoindre l'ancienne mission, d'où se dégage désormais une odeur de mort. Ils chargent leurs provisions et leurs fusils sur des pirogues achetées au Kalinia. Messieurs, à partir de maintenant, en remontant le fleuve, nous entrons en terre inconnue. Les esclaves marrons y ont établi leur camp, ils ont l'avantage de la connaissance du terrain, mais à la grâce de Dieu, nous avons la force, l'intelligence et la ruse. Je vous demande d'ouvrir les yeux à chaque instant. Chaque nègre fait prisonnier sera payé 30 livres, et s'il n'y a pas d'autre choix, chaque mort sera payé 10 livres. Cric, crac. Dans le camp des marrons, l'ambiance est toujours à la méfiance. Le responsable, Messier enragé, Philippe qui dicte sa loi. Dans la journée pour l'organisation des chasses et des travaux dans les abatis, mais aussi le soir, quand les grandes décisions sont prises. Je vous dis que les Kalinia veulent la paix. Si on ne tente pas de récupérer les abatis que l'on a laissés sur l'autre rive,
Ils sont prêts à nous laisser tranquilles. Ils t'ont dit tout ça à toi. Ils me font confiance. Je suis à moitié Kalinia. Tu es à moitié Kalinia? Oui. C'est pour ça qu'ils t'ont sauvé des eaux? C'est possible. J'ai découvert il y a peu de temps que ma mère était Kalinia et ils m'ont accueilli comme un des leurs. Ils me font confiance et je peux faire la paix entre nous. Mais si tu es un des leurs maintenant, qui nous dit que tu ne nous tends pas un piège. Ah, Philippe, je sais qu'il faut toujours être prudent, mais réfléchis. Je n'aurais pas pris le risque de revenir. Aussi, c'est ce que font les traîtres. Ils reviennent et prétendent que tout va bien. Mais tu racontes n'importe quoi. Tu ne fais pas cela pour protéger le groupe. Tu fais ça pour garder le contrôle. Tu veux que tout le monde continue à avoir peur? Que tout le monde ait faim et dépende de toi, en fait? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me défies alors que tu as fui à la première attaque? Tu n'es qu'un lâche, un sale petit nègre de maison qui lèche les bottes des maîtres. Hein? Redis ça! Arrête! Arrête, Benjamin! Je vais te tuer! Benjamin, Je arrête! vais te tuer! Ah, j'aime. Lâche-le! Lâche-le! Ça va, je veux juste qu'on puisse bien vivre ici. On ne peut pas vivre dans la peur comme ça. C'était notre vie d'avant avec les maîtres, mais ici, nous sommes entre nous. Nous devons nous faire confiance, nous entraider. Et cela veut dire aussi être en paix avec nos voisins. Ouais. Après son empoignade avec Philippe, Benjamin a compris que ses jours sont comptés dans le camp. Le soir, il choisit de dormir à même le sol, prêt à se relever. Il ne dort que d'un œil. Et bien lui en prend. Parce qu'au milieu de la nuit, deux hommes tentent de bâillonner Benjamin et de l'emmener de force. Mais Benjamin les attendait. Il savait que Philippe préparait sa vengeance. Les deux assaillants sont surpris par sa réaction violente. Benjamin se débat, frappe et parvient à se dégager. Il s'enfuit à toutes jambes et disparaît dans la forêt. Au petit matin, Adrien vient à la rencontre de sa mère. Maman, t'as vu que Benjamin n'était plus là ce matin? Oui, ce n'est malheureusement pas surprenant. J'ai entendu ce qui s'est passé. Philippe est devenu fou. Que dirais-tu si je te disais qu'il m'a encore demandé de le rejoindre pour la nuit hier à la bâtie? Je dis qu'il est temps qu'on parte d'ici. Parfait. Nous partirons ce soir pour le camp des Kalinia. J'ai des amis là-bas, et ils nous aideront à rejoindre Cayenne. Benjamin a attendu toute la nuit caché dans la forêt. En suivant le fleuve, il est parvenu à retrouver le village Kalinia. L'ambiance y est étrangement calme. Les enfants sont silencieux, attroupés autour du grand carbet. À l'intérieur, les sages, le Puail et Zacharie, sont en grande discussion avec des visiteurs. Benjamin s'approche et découvre avec effroi leur identité. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, l'esclave guide. Qu'est-ce que tu fais là? Messieurs, attrapez ce nègre, c'est un de nos fuyards. Ne bouge pas, reste là. Doucement. Zacharie, qu'est-ce que vous faites avec eux? Pourquoi vous vous en prenez à lui? Ce nègre a tué un prêtre jésuite. Il m'appartient. D'accord. Zacharie, reste tranquille. Vous pouvez pas laisser faire ça, hein? Désolé. Zacharie, regarde-moi. Mais me laissez pas. Malakouli, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, Benjamin. Les anciens ont accepté une alliance. Allez, viens avec moi. Non! Benjamin se retrouve ligoté et tenu en laisse par un des miliciens de Brinette. Il est très amer, après ce qu'il considère être une trahison de la part de sa famille Kalinia. Je t'ai connu plus loquace, Benjamin. Je sais pas pourquoi, mais j'ai de la sympathie pour toi. Malgré ce que t'as fait à ce père jésuite. Je vais voir ce que je vais faire de toi. Mais je te tuerai pas, sinon ce serait déjà fait. Et où va-t-on? Ah non. Par contre, pas de familiarité. Je peux encore changer d'avis. On va récupérer tes camarades. Les Kalignans ont accepté quelques-uns de nos fusils et en échange, ils vont nous aider à capturer ces marrons. Ils nous guident jusqu'à eux. Au fait, vous les voyez? J'en vois un qui nous montre le chemin. Les autres se déplacent comme des chats. Difficile de savoir où ils sont. Les Kalignans sont de très bons guerriers. Ils me rappellent les Hurons que j'ai connus au Québec.
Les Indiens très malins, très forts pour attaquer en embuscade. Avec eux, on devrait pouvoir mater ces 20 marrons. C'est ça, hein? Ils sont une vingtaine dans le camp. Je sais pas. Ouais. Ouais, ben on verra bien. Bon, si j'ai bien compris, t'es aussi Caligna, toi. C'est étonnant, ça. Par ton père, j'imagine? Ou par ta mère? Un à un, les hommes de Brinette tombent sous les flèches. Benjamin se roule en boule, tétanisé. Quand il se redresse, tous les blancs sont au sol. Le silence règne. Benjamin, tu peux te relever. Qu'est-ce qui se passe? Tu es libre. Nous sommes désolés. Nous ne savions pas que tu allais revenir. Vous alliez passer une alliance avec ce blanc? J'ai dit désolé. On devait passer un pacte pour chasser des marrons. On ne t'aurait rien fait à toi. Tu parles. On t'a sauvé, il me semble. Viens, on rentre maintenant. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux te demander un service. On vient de te sauver une deuxième fois la vie. Tu n'es qu'un demi-Caligna. N'abuse pas de ta chance. Ce ne sera pas long. Cric, crac. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Et le feu brûle encore dans le nouvel abbati. Philippe, Constance, Adrien et leurs compagnons regardent à distance les flammes dévorer les broussailles sèches qu'ils ont coupées quelques jours auparavant. Ils pensent à leur vie fragile. Une vie de fugitifs, toujours aux aguets, toujours en lutte pour leur survie. Au milieu de l'épaisse fumée, deux silhouettes se détachent et avancent vers le groupe d'un pas déterminé. Les yeux qui piquent à cause de la fumée, les marrons fixent celui qui revient vers eux pour la seconde fois. Il est accompagné par un Indien, avec lequel il transporte ce qui se révèle être un corps, celui d'un blanc. Mes amis, me voici de retour. Mais cette fois, je vous apporte une preuve. Voici Jacques Brinette, votre nouveau maître. Eh oui, c'est lui qui nous a rachetés. Vous ne le connaissiez pas, lui non plus. Et pourtant, il était en route pour venir tous nous remettre les chaînes. Et sans les flèches de Zacharie et des autres guerriers Caligna, il serait ici en ce moment même, avec sa milice. Voilà. Eh bien, je suis venu avec Zacharie pour vous montrer, une fois pour toutes, que les Caligna ne sont pas nos ennemis et que l'on peut faire la paix avec eux. Et c'est tout? Tu as fini? Mais tu crois quoi, Benjamin? Qu'on va tous se prosterner devant toi et ton intelligence? Toi, le mulâtre? Toi, l'esclave qui a appris auprès des jésuites? Non, ça n'a rien à voir. Bien sûr que si. Tu viens nous donner des leçons, mais tu n'es jamais là quand les choses se compliquent. Tu t'enfuis pendant les combats. Tu nous abandonnes quand il faut cultiver la terre. On n'a pas besoin de toi ici. Et tais-toi! C'est toi! Toi qui m'as obligé à partir l'autre jour en demandant à deux hommes de m'attaquer en pleine nuit, et tu le sais très bien. Dis à ton ami qu'il peut repartir, mais toi, tu restes là. Je parle votre langue. Ce que vous dit Benjamin est vrai. Nous préférons la paix. On ne peut pas faire confiance aux Caligna. C'est bien connu. Il monte comme il respire. Allez, camarades, saisissez-vous de lui. Allez! Allez, qu'est-ce que vous faites? On ne va rien faire, Philippe. On en a assez de tes mensonges. Et, petit, ne dis pas n'importe quoi, hein. Vous me devez tout. Attrapez-le, avant qu'il nous vende au Caligna. Non, on ne le fera pas. Tu vas voir, toi, sale catin. Attrapez-le! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi, mon collègue! Le silence s'abat sur la petite communauté. On n'entend plus que le bourdonnement des braises qui se consument. Le groupe regagne le camp pour la nuit. Demain, le champ sera prêt pour planter les boutures de riz et de manioc. Ce soir, chacun ira se coucher avec le sentiment d'avoir obtenu un sursis, un regain d'espoir qui le conforte dans son choix. Le choix d'une liberté risquée,
harassante, mortelle même. Mais une liberté qui vaut tous les sacrifices. Tu vas rester pour la nuit? Oh, je vais même rester définitivement, je pense. Ça serait une bonne chose. Tu as des choses à apporter ici. Et maintenant, les gens te respectent. Tu vas devenir chef surtout, maintenant que Philippe est mort. On verra. C'est une grande responsabilité, hein. Mais je remplirai le rôle qu'on voudra bien me donner. Adrien. Quoi? Je t'ai pas tout dit. J'ai appris par Manakouli que la situation avait changé. Mon père François a été arrêté à cause de moi. Il est en prison? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un religieux, qu'il est blanc, et qu'il est mieux traité. Il est sûrement à Cayenne en ce moment, en train de nous attendre. Mais t'en es pas sûr? Non. Que veux-tu faire? Je sais pas. Je sais plus. Et toi? Restons ici. Code Noir, Les Marrons de Kourou est une fiction de Vincent Hazard. Elle a été produite par Initial Studio avec la participation de France Télévisions Outre-mer La Première. Scénario et réalisation, Vincent Hazard. Accompagnement historique, Yannick Leroux. Prise de son et montage, Johanna Lalonde. Musique originale, Pablo Pico. Sound design et mixage, Benjamin Alves. Auditorium, Yellow Cap Studio. Production et direction éditoriale, Elisa Mignot. Production déléguée, Marc Silam. Chargée de production, Marie Agassan. Direction éditoriale pour Outre-mer La Première, Fabrice Auchard, Célia Cléry et Marie-Claude Thébia. Avec les voix de Lucien Jean-Baptiste, Marielle Salmier, Édouard Montout, Ricky Tribord, entouré de Christian Auguste, Paul Bandé, Scotty Bernard, Éric Chalier, Serge Dupire, Clément Laguarde, Jean-Marc Lucret, David Mallet, Nicolas Moine, Claudius Nondello et Corinne Tocadevilliers.